14 avril, minuit 10. Violette court pour sa survie sur le pont d'un bateau qui chavire dans les eaux noires de l'océan Atlantique. Elle est sur le Titanic et elle y survivra. Elle survivra aussi à la tragédie du Britannique, à la Première Guerre mondiale, à une épidémie de tuberculose, à la fièvre typhoïde, à l'incident de l'Olympique. Violette Jessop est un mystère de l'histoire. Je vais vous raconter aujourd'hui son incroyable destin. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve... Ok Bernadette, je vous retrouve pour vous parler d'une histoire incroyable, une personne au destin extraordinaire. L'histoire, c'est celle d'une femme qui a survécu à plusieurs des plus grandes catastrophes de l'histoire. Je vais pas trop vous spoiler, alors on y va. Prenez-vous quelque chose à grignoter, une petite boisson et installez-vous. Je sais que cette vidéo est un peu différente des histoires plus crime que je fais sur ma chaîne, mais bon, on varie un peu. Ok, c'est parti, on y va. Avant de continuer, je vous prends une petite minute de votre temps pour remercier le sponsor de cette vidéo, qui est en plus une de mes marques cheveux préférées, Luxéol. Si vous avez un problème capillaire, quelque chose que vous voulez régler, Luxéol, c'est une marque qui se spécialise à répondre à une problématique capillaire précise. Pousse de cheveux, fortification, chute de cheveux, et c'est sous forme de shampoing, masque, compléments alimentaires, enfin il y a plein de formes différentes. C'est vraiment des gammes complètes. J'ai eu l'occasion de travailler avec eux depuis quelques temps, du coup je teste leurs produits depuis plusieurs années maintenant, et je suis vraiment contente des résultats. En ce moment, je suis avec la gamme Pousse. En fait, les gummies Pousse de cheveux, ils participent à la stimulation du bulbe capillaire grâce à la roquette qu'il y a dedans. Ça contribue au maintien des cheveux et à la synthèse de la cystéine. Bon, c'est pas mal de termes techniques, mais ça a un vrai effet actif sur les cheveux et c'est à base de plantes, vitamines, minéraux sans sucre et c'est fabriqué en France. Il faut en prendre 2 par jour et l'idéal c'est de les prendre sur une durée de 3 mois. J'utilise aussi le shampoing Pousse. Alors je l'utilise comme un shampoing normal, sauf que je laisse poser 3 minutes avant de le rincer pour qu'il agisse. Et en fait, ces résultats ont été cliniquement prouvés. Il augmente la densité des cheveux avec plus de 6561 cheveux existants en phase croissance. Il est formulé à base de 86% d'ingrédients d'origine naturelle, testé sous contrôle dermatologique et toujours fabriqué en France. J'ai aussi testé pour la première fois le masque qui est très cool. La texture est plutôt légère, mais il est trop tôt pour vous en parler. Je vais faire le programme de 3 mois complet avant, mais je vous ferai des updates. Luxéol, c'est une marque française. Si vous cherchez leur gamme de produits, c'est disponible dans plus de 8000 pharmacies et parapharmacies à travers la France et évidemment sur luxéol.com. Si vous avez envie de tester, je vous partage ce code ROMIVICTORY qui vous donnera moins 30% sur tout le site. Et voilà, c'est tout. On passe à la suite de la vidéo. Violette Jessop naît le 2 octobre 1887 à Buenos Aires, en Argentine. Et notre Violette, elle fait ses premiers pas dans une petite maison très modeste. Le sol est en terre battue, les murs sont très fins, mais ça n'empêche pas qu'elle soit vraiment très heureuse. Ses 2 parents, c'est William et Catherine, et ils s'aiment d'amour. C'est un couple vraiment soudé, et pour l'époque, c'est vrai qu'un mariage d'amour, un couple qui s'aime comme ça, c'est pas forcément hyper courant. Donc voilà, c'est un couple épanoui. Les années passent et sa mère, elle lui fait plein de frères et sœurs. Alors Violette, elle est super contente parce qu'elle a plein d'enfants avec qui jouer, c'est génial. Bref, tout va pour le mieux, mais cette petite vie allait être bouleversée. Le père de Violette, William, il obtient un nouvel emploi au port de Buenos Aires. Eux, ils habitent dans la campagne de la ville, donc il va falloir déménager près du port. Et voilà la petite famille qui fait ses valises et qui déménage vers le port. Et wow, c'est un choc pour Violette parce que là, elle débarque dans une maison qui est faite avec un vrai plancher en bois, des murs de briques. C'est vraiment merveilleux, tout le monde est super content de ce nouveau départ. Et c'est là qu'une fascination pour les bateaux va naître chez Violette. Une fascination qui va participer à forger son destin. Violette, elle voyait des énormes bateaux arriver et repartir, et à chaque fois, il y a des dizaines de marins qui sortaient, ils arrivaient avec des cadeaux, le visage souriant, les femmes les accueillaient avec allégresse, enfin c'était vraiment une vision fabuleuse pour elle. Un marin lui a même offert une boîte de chocolat un jour, et ça, Violette, ça lui a fait beaucoup plaisir parce que c'est clairement quelque chose qu'elle n'avait pas tous les jours. Mais un jour, quelque chose arrive au port, et c'est ni un bateau majestueux, ni des marins sympathiques, c'est la maladie. Violette tombe malade. Elle tousse, elle est fiévreuse, elle a des nausées et les médecins lui diagnostiquent une fièvre typhoïde. La maladie, elle est à un stade avancé et son pronostic vital, il n'est pas très optimiste.
Et je vous rappelle en plus qu'on est dans les années 1900, et à cette époque-là, la médecine, c'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Bref, elle reste alitée pendant des mois, jusqu'au jour où elle commence à cracher du sang. C'est vraiment mauvais signe, elle a clairement une hémorragie et sa maladie gagne du terrain. Mais Violette, elle veut pas mourir, alors elle se bat de toutes ses forces. Mais l'univers a pas l'air de son côté parce qu'un mois plus tard, elle fait un malaise et elle est trop faible, son état est trop instable, elle doit rester à l'hôpital. Ça sent la fin pour la pauvre Violette. Un médecin dira même devant elle, quelle enfant courageuse, elle va nous manquer quand elle sera partie. Ouais, les médecins à cette époque-là, ils avaient pas trop de tact, hein. Et Violette, bien sûr, elle est choquée. Comment ça, je vais partir? Hors de question. À partir de là, elle décide de ne plus parler. Plus un seul mot. Elle reste allongée, elle essaie de préserver son énergie et elle va communiquer uniquement avec un bloc-notes. À chaque fois que quelqu'un lui parle, elle répond avec son bloc-notes. Et ça va durer pendant des mois et des mois. Elle reste dans son lit d'hôpital sans bouger avec son bloc-notes. Un matin, son père, qui est complètement abattu, complètement désespéré parce qu'il adore sa fille, il vient lui avouer qu'il reste à Violette que 3 mois à vivre. Elle se remettra entièrement quelques semaines plus tard. Déjà à cette époque, la mort, elle s'intéresse pas trop à Violette. Et petite anecdote sur ce passage de la vie de Violette, on découvrira quelques années plus tard que si elle avait été aussi malade, c'était à cause de soucoupes de poison que mettait son père sur les étagères pour faire fuir les mouches pendant l'été. Donc en fait, elle respirait le poison des soucoupes. Merci Papounet. Bref, l'été arrive et une nouvelle maladie vient frapper aux portes. C'est une épidémie de variole et elle contamine tout le monde. Il y a même des avis sur les maisons des contaminés pour prévenir qui sont les malades, des petites affiches, enfin la maladie est partout. Et ensuite c'est la tuberculose qui vient semer la mort. Elle emporte environ un malade sur 2, c'est énorme. C'est presque mission impossible de se protéger. La bactérie se transmet dans l'air, peu de gens en plus sont au courant de ça. Et aussi la plupart vivent en groupe, ils vivent dans les mêmes pièces, à respirer le même air, donc imaginez, les chances de passer au travers sont vraiment pas énormes. Sur les 9 enfants que compose la famille de Violette, il n'en restera que 6 après ces 2 épidémies, dont Violette, qui n'est pas passée au travers des mailles du filet. Pas du tout. En fait, elle a attrapé la tuberculose, elle a même contracté une forme grave de la maladie, mais elle a totalement guéri. William, le père de Violette, il décède en 1903 et toute la famille est dévastée. William, c'était un mari et un père aimé, il subvenait aux besoins de tout ce petit monde, donc sans lui, tout allait changer. La mère, Catherine, elle décide donc d'emmener tous ses enfants en Angleterre. À la base, elle est irlandaise, donc elle sait parler la langue, elle connaît le pays, et surtout, elle se dit qu'elle va offrir un avenir meilleur à ses enfants là-bas. Les voilà donc qui débarquent en Angleterre, nouvelle maison, nouvelle vie et des sacrés changements en fait. D'abord, Catherine prend un emploi d'hôtesse de bord pour la Royal Mail Line, qui est une des plus grosses compagnies maritimes du monde. Mais son salaire, il peut pas subvenir aux besoins de ses 6 enfants, elle le sait bien. Alors elle place ses 4 fils dans un orphelinat et ses 2 filles dans un couvent pour que tout le monde puisse vivre correctement et aller à l'école. Et si tout le monde est dispatché, il coupe pas les ponts. Catherine continue à envoyer de l'argent à ses enfants. Et de son côté, Violette, comme c'est l'aînée, eh bien, elle se prend un travail de gouvernante en plus de l'école. Elle fait comme moitié école, moitié travail de gouvernante pour participer à faire vivre sa famille. Et à l'époque, les orphelinats, c'est pas exactement ce que c'est aujourd'hui. En fait, certains orphelinats hébergeaient des enfants qui n'étaient pas du tout orphelins. Ils avaient une famille, mais souvent, ils étaient issus de situations familiales difficiles, de gens pauvres. Et du coup, les parents plaçaient les enfants, ils versaient une pension, donc c'était quelque chose qui coûtait de l'argent un petit peu quand même. Et du coup, l'enfant pouvait vivre dans une situation plutôt confortable. Donc voilà, c'était plus comme un pensionnat. Ça roule plutôt bien comme ça pendant quelques années. Mais en 1908, Catherine, la mère, elle tombe malade et du coup, elle peut plus travailler. Nouveau coup dur pour la famille, c'est terrible. Et du coup, Violette, elle a plus le choix. Elle doit abandonner ses études et trouver un travail à temps plein. Elle tente alors sa chance auprès de la Royal Mail Line, vous savez, la même compagnie qui a embauché sa mère, et elle décroche un poste. Elle travaille quelques années avec eux, et puis elle décroche un emploi avec une autre compagnie, la White Star Line.
C'est la plus grosse compagnie maritime au monde, c'est le top du top. Ils sont connus pour concevoir des bateaux gigantesques, des géants des mers qui peuvent transporter 3000, 4000 passagers. Elle est affectée à bord de l'Olympique, un bateau magnifique, gigantesque, aux boiseries et aux meubles d'une finesse que Violette n'avait jamais vue avant sur un bateau. C'est une opportunité incroyable. Mais le job, c'est pas un boulot facile. Elle va être femme de chambre. Donc le job, c'est 17 heures de travail par jour, au contact de passagers fortunés. Son rôle, c'est de s'occuper des passagers de première classe. Donc il faut rester tout le temps agréable, souriant, c'est des longs trajets. Et en plus de ça, Violette, elle est très belle. C'est une belle brune dans la vingtaine, donc elle se fait courtiser constamment, elle reçoit même des demandes en mariage, qu'elle refuse bien sûr. Et ce travail, il va être payé 3 pounds et 10 shillings. Aujourd'hui, ça correspond à 56 dollars canadiens ou à 38 euros. Donc bon, on parle pas d'un salaire de fou. Mais bon. Le 20 septembre 1911, l'Olympique approche le port de Southampton et c'est la nuit. Violette a fini son quart de travail et elle se repose dans ses quartiers. Soudain, le bateau percute le Hawke, un croiseur anglais. Le bateau est bien secoué et subit des dommages, mais heureusement, plus de peur que de mal, il n'y aura aucune victime. Ça n'empêche que ça fait les gros titres de tous les journaux. On parle de la compagnie qui a le plus de hype à cette époque, donc c'est un gros drama. Violette ne le sait pas encore, mais la White Star Line refera parler d'elle l'année suivante et marquera l'histoire à jamais. Le 6 avril 1912, Violette a rendez-vous dans un bureau de la White Star Line. Quand elle entre, un homme en costume l'attend avec un contrat, son prochain contrat de travail. Elle se fait embaucher par un autre bateau, le Titanic, le plus grand paquebot de tous les temps. On lui dit qu'elle va avoir un meilleur salaire, des meilleures conditions de travail. Et ce qui est génial, c'est que le designer du Titanic, Thomas Andrews, il va consulter l'équipe des hôtesses et des stewards pour faire des améliorations qui faciliteront leur travail et leur confort. Et ça, c'est vraiment une grande première de consulter comme ça le personnel. Donc ça annonce un environnement de travail très cool. Et là, donc, on fait visiter le bateau au personnel. Et c'est le choc. Violette n'en revient pas. Autant l'Olympique était luxueux, mais là, c'est au-delà de tout. À l'intérieur, le soin du détail est incroyable. Et les quartiers des hôtesses et des stewards, les hommes hôtesses, ces quartiers-là, en général, ils sont vraiment misérables, infectés d'insectes, de rats. Et là, ils sont impeccables. C'est vraiment magnifique à l'intérieur. Violette, elle va faire partie des 23 seules femmes hôtesses qui sont employées comme femmes de chambre, masseuses, caissières. Et il n'y en a pas d'autres en fait, c'est vraiment les seules femmes dans le personnel. Le reste du personnel est uniquement composé d'hommes. Violette va partager sa cabine, sa chambre, avec Elizabeth Mary Leather. En tant qu'hôtesse, elle va devoir répondre aux moindres désirs des passagers de première classe. Et là, va y avoir le gratin. Il va y avoir des gens super célèbres, certains des plus riches de la planète. Ça va vraiment être le top du top. Donc là, il va falloir que le service soit premium. Il y a 1000 bouteilles en cale, on s'attend à ce que le personnel soit très sollicité. Le trajet, il est organisé pour que les passagers vivent un rêve éveillé, une fête continuelle. Et le personnel va se plier en 4 pour ça. Le 10 avril, à 6 h du matin, Violette se rend sur le quai de Southampton pour commencer son premier jour de travail pour le Titanic. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en quittant le port, le Titanic a failli percuter un autre bateau qui s'appelle le New York. Et c'est une histoire qui est assez peu connue, je ne sais pas si vous saviez ça, mais est-ce que c'était un signe de l'univers pour prévenir que ça allait mal tourner? Le bateau quitte donc le port et s'en va vers son voyage inaugural.
Et alors que le bateau s'éloigne, Violette a un sentiment bizarre, comme un nœud dans le ventre, un sentiment de malaise, quelque chose qui va pas, un sentiment qu'elle choisit d'étouffer au fond d'elle, parce que de toute façon, qu'est-ce qui peut bien arriver? On parle du Titanic, et à cette époque-là, tout le monde dit que c'est le bateau le plus solide, le plus incroyable du monde, il est impossible qu'il arrive quoi que ce soit. Le 14 avril 1912, au soir, Violette monte sur le pont pour une dernière balade nocturne. C'est nuit sans lune. Le Titanic est quelque part dans les eaux sombres de l'Atlantique Nord. Violette frissonne, l'air est très froid et elle se dit que c'est le genre de soir idéal pour lire un bon livre au chaud dans son lit. Il y a plus grand monde sur le pont, quelques personnes qui fument, un jeune couple en lune de miel et le silence enveloppe doucement le bateau. Elle part se coucher dans sa cabine sur le pont E ou F, on ne sait pas exactement, elle part se coucher. Un peu plus tard dans la nuit, Violette est à demi endormie dans sa cabine avec Elisabeth, sa colocataire. Soudain, un choc. Et puis un bruit sourd, déchirant. Un silence mort pendant quelques instants. Et puis le bruit de la vie reprend. Ça réveille Violette évidemment, et là la peur qu'elle avait gardée cachée en elle depuis qu'elle était montée sur le bateau, ça la submerge. Elle échange un regard un peu inquiet avec Elisabeth, sa colocataire, mais les deux femmes ne paniquent pas. Un peu comme les hôtesses de l'air, les hôtesses à bord d'un bateau, leur métier c'est de maîtriser leurs émotions, d'être maître de la situation. Donc voilà, elles sont en contrôle. Calmement, Violette et Elisabeth s'habillent, mais là il y a un collègue à elle, Stanley, qui vient tambouriner à leur porte. Il est tout blanc. Il vient leur dire que le bateau coule et qu'il faut évacuer. Le Titanic vient de percuter un iceberg et les dommages sont catastrophiques. Il est minuit 10. Violette court en première classe et prévient les passagers que le Titanic va couler. Elle leur demande de s'habiller chaudement et elle les aide à se préparer avant de les accompagner sur le pont. Le truc, c'est que personne n'y croit trop au début. Les passagers, ils sont lents, ils mettent du temps à se préparer, à réunir leurs affaires. Et même le personnel, en fait, a du mal à y croire aussi. Donc, ça va pas aussi vite que ça devrait aller. Ça paraissait juste impossible que le Titanic coule pour de vrai. I didn't realize that there was any danger. You didn't realize there was any danger? No, I think it was as bad as it was until after. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. Violette réussit quand même à faire passer le message et ensuite elle se dirige vers sa cabine pour aller prendre ses affaires. Mais là, quand elle est dans sa cabine, elle réalise qu'elle n'a pas de manteau chaud. Bah ouais, c'est le printemps et sur le continent, il fait quand même plutôt bon. Et elle n'avait pas vraiment prévu de couler. C'est à ce moment-là que Stanley, vous savez, son collègue qui avait frappé à sa porte, Stanley repasse par là et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dois te dépêcher !» Et Violette lui explique un peu dépitée qu'elle a rien de chaud. Alors Stanley attrape un chapeau de soirée, il le pose sur la tête à Violette et il lui dit que si elle veut, elle a qu'à porter ça. Et ça la fait rire. Et ils plaisantent comme ça quelques instants tous les deux sur la meilleure tenue à porter pour un naufrage et elle ne réalise pas encore la gravité de la situation. Et Stanley, lui, il sait qu'il est condamné à ce moment-là, il sait qu'il n'y a pas assez de canots de sauvetage pour tout le monde et il sait qu'ils sont réservés aux femmes et aux enfants d'abord. C'est super triste et il est là en train d'essayer de la faire rire. Quand Violette remonte vers le pont, elle continue à propager le message à droite à gauche, en anglais mais aussi en espagnol, parce que je vous le rappelle, elle est née en Argentine, donc elle sait parler espagnol. Et surtout, en fait, la plupart des passagers de 3e classe, ils ne parlent pas un seul mot d'anglais, donc les consignes de sécurité, ils ne les comprennent pas du tout. Une fois sur le pont, elle est amenée au canot de sauvetage numéro 16, et là, il y a un officier qui lui demande de monter dans un canot pour montrer aux passagers de 1re classe qu'ils sont sécuritaires. Imaginez devoir monter dans un canot gonflable suspendu à plusieurs dizaines de mètres dans le vide, accroché à une poulie qui grince parce que le navire penche de plus en plus dans la nuit noire au-dessus de l'océan, il y a de quoi avoir peur. Alors, l'officier lui demande de monter dans le canot, mais comme si ça suffisait pas, il lui tend aussi un nourrisson qui a perdu sa mère. Elle n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe, qu'elle est déjà assise dans le canot avec un bébé dans les bras. Du coup, d'autres gens lui emboîtent le pas, et dans le tumulte et la foule qui s'agite, elle entend des musiciens jouer Nearer My God to Thee. Et ça, c'est fou, c'est pas seulement dans le film, ils vont jouer jusqu'à la toute fin, jusqu'à ce que le bateau coule, je sais pas exactement pourquoi en fait, ça reste un mystère, mais je trouve ça hyper poétique quand même. Et parmi ces musiciens, il y en a aucun qui va survivre. Il y en a même un qui a été retrouvé avec son étui, je pense de violon, en tout cas. Une fois rempli d'une 50aine de personnes, le canot est descendu à une vitesse effrayante vers la mer. C'est presque une chute libre. Ils atterrissent avec fracas sur la surface de la mer et ils s'éloignent lentement du Titanic. Et un peu machinalement, Violette, elle se met à compter les ponts encore illuminés sur le bateau. Alors elle compte 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5. Et là, elle se dit, hein, elle comprend pas, elle se dit, j'ai dû faire une erreur, elle recompte. Mais en fait, plus le canot s'éloigne, plus elle a une vue d'ensemble et elle constate avec horreur le spectacle qui se déroule devant ses yeux. Elle se rend compte que les ponts s'éteignent et coulent en fait à une vitesse incroyable. Elle est en train de faire face à la brutale réalité, une réalité qu'elle n'avait pas voulu voir en face jusqu'à présent. Le bateau, le Titanic, est en train de couler avec tous ses passagers à bord. Au bout de quelques minutes interminables, Violette entend alors un hurlement à l'unisson qui se lève comme une sirène d'alarme qui déchire la nuit, celui d'un millier de personnes englouties par l'océan. Puis le silence. Les heures qui suivent sont un combat pour survivre. Violette, elle est perdue au milieu de nulle part, et alors du coup elle se colle aux autres pour se réchauffer, mais le vent il est tranchant comme un couteau, et elle se dit que le bébé va pas survivre, mais elle fait tout pour le garder au chaud. Et puis au petit matin, une faible voix s'élève. Un survivant a vu un navire au loin. Le Carpathia est enfin venu les sauver après 8 heures d'attente dans un froid polaire. Violette est secourue, ainsi qu'Elisabeth qui était montée dans le même canot, le canot numéro 16. Et la chance de Violette, elle est sûrement contagieuse parce que figurez-vous que le bébé, il va retrouver sa mère sur le pont du Carpathia. Ça, c'est vraiment hallucinant. Sa mère qui se jette sur son bébé. Et là, d'ailleurs, c'est super bizarre ce qui se passe à ce moment-là parce que la mère attrape le bébé et s'en va. C'est tout, sans dire un mot. Elle dit pas merci, rien. C'est vraiment un moment super weird. C'est quand même grâce à Violette que le bébé est resté en vie. Elle l'a gardé près d'elle comme ça pendant 8 heures. Ça se posait la question si c'était vraiment sa mère. Si ça se trouve, c'était pas vraiment la mère du bébé. On saura jamais. Violette fait partie des 704 survivants du Titanic. Il y a 1523 personnes qui sont mortes ce jour-là. On parle de 2 personnes sur 3. Seulement 24% du personnel a survécu. Pendant des semaines, Violette, elle est sous le choc, évidemment. Mais elle sait très bien que si elle reste dans cet état-là, complètement traumatisée, elle sera plus jamais capable de rien faire. Donc, il faut qu'elle se bouge. La meilleure chose à faire quand tu tombes à cheval, c'est de remonter directement. Donc, c'est ce qu'elle fait. Follow me. 4 ans plus tard, la guerre éclate. C'est une guerre mondiale et le monde change radicalement. Violette décide de s'engager comme infirmière volontaire pour la Croix-Rouge, qui a pour but de porter secours aux blessés sur le champ de bataille. La Croix-Rouge, elle œuvre un peu partout, sur la terre, mais aussi en mer. Et Violette, elle est appelée à bord du Britannic, un bateau de, je vous le donne en mille, la White Star Line. Et ce bateau, à la base, il n'est pas du tout fait pour la guerre. En fait, il a été reconverti en bateau hôpital pour les besoins de la cause. Nous sommes le 21 novembre 1916, c'est le matin. Le Britannic est dans la mer Égée, tout se passe bien, il y a une bonne ambiance sur le bateau, l'équipe est de bonne humeur. Violette, elle apprécie beaucoup ses collègues, il y a une sorte de lien d'esprit d'équipe qui les lie, parce que là, ils ne s'occupent pas de riches passagers, mais de blessés, donc l'ambiance, elle est très solidaire. Ce matin-là, donc, ils sont en route vers leur prochaine mission, et il n'y a pas encore de blessés à bord. Soudain, on entend un rugissement assourdissant. Il y a un long frisson qui parcourt le bateau, la vaisselle tombe à terre, les portes claquent et quelques cris s'élèvent. Le bateau vient de tomber sur une mine sous-marine allemande, une partie a explosé et il se met à couler à une vitesse vertigineuse. Violette regarde autour d'elle, elle échange quelques regards équivoques avec ses collègues et elle se dit que c'est reparti. Here we go again. Sauf que cette fois, il n'y a aucun doute pour personne. Ils ont quelques minutes avant de couler. Violette court vers sa cabine, elle attrape ses affaires en vitesse, mais si ses gestes sont rapides, elle prend quand même le temps de prendre sa brosse à dents. Alors pourquoi sa brosse à dents? C'est un peu une réaction à un traumatisme finalement, parce que ce qui lui a manqué le plus quand elle a perdu toutes ses affaires dans le Titanic, c'était sa brosse à dents. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça.
Et donc elle prend sa brosse à dents. Et dans la précipitation, elle enfile son gilet de sauvetage par-dessus son manteau, alors qu'elle sait très bien que c'est pas bien. Elle le répète d'ailleurs souvent aux passagers dans les bateaux, elle explique souvent les consignes de sécurité, et elle sait très bien qu'il faut pas faire ça parce que en cas d'urgence, il faut pouvoir se débarrasser facilement de son manteau. Il peut être pesant, il peut poser problème pour les mouvements, donc voilà. Mais bon, elle se dit que cette fois-ci, il y a assez de canots de sauvetage pour tout le monde, donc ça devrait aller. Violette court vers un canot qui est mis à l'eau une fois rempli. Mais quelques secondes après avoir touché la mer, elle réalise que tous les occupants qui étaient avec elle ont sauté hors du canot. Elle est toute seule dans le canot. Elle comprend pas ce qui se passe, alors elle regarde autour d'elle, elle se retourne, et là elle constate avec horreur que le canot se fait aspirer. Il se fait happer par l'hélice du bateau. Les hélices, elles ont déjà piégé plusieurs personnes. Elles sont en train de tout hacher sur leur passage. Le spectacle est affreux. Tout se passe tellement vite, en quelques secondes à peine. Elle a à peine le temps de réaliser ce qui se passe qu'elle doit prendre une décision, là tout de suite. Son canot avance dangereusement vers les hélices. Le problème, c'est que notre hôtesse de bord, eh bien, elle a peur de l'eau. Et oui, quand t'es hôtesse de bord, ça peut être problématique. Sauf que là, elle a plus le choix, elle se jette à l'eau juste avant que son canot se fasse broyer. Elle est secouée dans tous les sens par les mouvements des vagues et des hélices qui tournent à plein régime et parvient à peine à garder sa tête hors de l'eau. En fait, elle est en train de se noyer à cause de son manteau. Son manteau, il est lourd, il est imposant, ça bloque ses mouvements. Elle peut absolument pas bouger et souvenez-vous, elle a mis son gilet de sauvetage par-dessus son manteau. Violette et les passagers se débattent dans la mer, mais inexorablement, les uns après les autres, ils se font aspirer par les hélices. C'est vraiment horrible, c'est la pire fin. Et la raison pour laquelle les hélices tournent à plein régime, c'est que de son côté, le capitaine, lui, il essaye désespérément de faire avancer le navire vers des eaux moins profondes. Il fait tourner le moteur à fond et il n'a pas conscience qu'il est en train de provoquer un carnage à l'arrière du bateau. C'est terrible. Imaginez la mauvaise conscience. Il doit faire des sacrés cauchemars la nuit quand même. Enfin, il a dû, ça fait longtemps. Ça rend fou, il est en train de provoquer la mort de tout le monde, sans le savoir. De son côté, Violette, elle est encore vivante. Mais là, il y a une chose super solide qui frappe sa tête. Elle a l'impression que son cerveau tout entier tremble dans sa tête. Et puis, la chose la frappe une deuxième fois. Elle se dit que la troisième va être la dernière, et elle se met à couler dans les profondeurs. L'eau est en train d'entrer dans ses poumons, elle le sent, et elle a presque envie de rire de sa situation. C'est des choses qui peuvent arriver des fois quand on est proche de la mort, dans l'eau. Des fois, on a envie de rire, ça n'a pas trop de sens. Et elle se voit partir tout doucement. C'est à ce moment précis qu'un bras l'attrape et l'extirpe hors de l'eau. Violette échappe à la mort de justesse, sauvée par un autre canot. 28 de ses collègues sur le bateau n'auront pas eu cette chance. Et heureusement que le Britannique ne transportait pas de blessés, parce que le nombre de morts aurait pu être épouvantable. Il aurait pu dépasser celui du Titanic, pour vous dire. Plusieurs années plus tard, Violette se rend à un hôpital pour faire une radiographie qui révélera qu'elle a subi des tonnes de traumatismes crâniens suite à cet événement du Britannique. Des traumatismes crâniens qui, logiquement, laissent quand même des séquelles dans ta vie. Mais elle, une fois encore, elle s'en sort sans aucune conséquence sur sa santé. 200 voyages en mer et 42 ans de carrière plus tard, Violette arrête de travailler et décide de profiter d'une retraite tranquille. Elle jardine et elle passe du temps en famille. En 1971, elle s'éteint à l'âge de 83 ans. Voilà pour cette histoire. Écoutez les gars, pendant que j'ai fait mes recherches sur cette vidéo, je suis passée du rire aux larmes tout le long. J'ai tellement été plongée dans cette histoire. J'espère que j'ai pu vous retransmettre la passion que j'ai eue à m'intéresser à cette histoire. Je trouve que c'est tellement fou de se pencher sur le destin de personnes dont on ne connaît pas forcément le nom, mais qui ont eu des vies juste fascinantes, incroyables, héroïques, qui pourraient être mises en film, clairement. Cette fille a tellement de courage, de résilience, c'est fou. Si t'as passé une mauvaise journée, pense à la vie de Violette Jessop. Il y a de quoi mettre les choses en perspective. Cette Violette Jessop a écrit son autobiographie, donc elle a laissé une trace de toute cette vie incroyable. Je l'ai lu pour les recherches et je vous invite à le lire. Le nom c'est Titanic Survivor, c'est un livre qui est juste disponible en anglais par contre il me semble. Mais super quoi d'avoir sa version, sa vision du Titanic de l'intérieur,
incroyable. Voilà, c'était une vidéo un petit peu différente des histoires de crimes que j'ai l'habitude de faire, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de sujets qui vous intéressent. C'est là pour ça. Et moi, je vous mets comme d'habitude mes réseaux à l'écran. C'est très intéressant. Voilà, je vends pas très bien mes réseaux, mais n'hésitez pas à aller voir. J'espère que vous ferez pas trop de cauchemars cette nuit. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!